Alors, l'actu du jour en Formule 1. Avant de commencer, je vous rappelle que les news proviennent de ma chaîne principale sur la Formule 1, Type F1. Et il y a aussi mon Twitch, vous pouvez vous abonner. On parle de F1 sur ces deux chaînes de façon constante et régulière. Les liens sont dans la description. Bon visionnage. Ciao. Brundle condamne les propos tenus par Alonso après son accrochage avec Hamilton. Alors, certains vont dire oui, mais Brundle il est anglais, donc il est pro Hamilton depuis longtemps. Il a le droit de s'exprimer aussi, Martin Brundle. La réaction d'Alonso à la radio l'a amené à qualifier Hamilton d'idiot. Ce type ne sait conduire qu'en partant premier. Donc Hamilton a reconnu avoir commis une erreur et avait prévu de parler à Alonso pour s'excuser avant d'entendre ses commentaires. Donc il s'est ravisé. L'ancien pilote de F1 et co-commentateur de Sky Sports, Martin Brundle, a réprimandé Alonso pour ses paroles, même si elles étaient alimentées par la colère et l'adrénaline. Dans sa chronique, il a déclaré les commentaires de Fernando sur le fait que Lewis ne pouvait gagner que de l'avant étaient à mon avis totalement inexacts et injustes. Lewis est l'un des pilotes les plus justes et les plus propres de l'histoire de la F1. Il n'a pas eu besoin de recourir à trop de fautes professionnelles étant donné sa vitesse de course implacable. Il suffit de se remémorer au Brésil l'année dernière pour se souvenir de la façon dont il peut se frayer un chemin à travers le peloton à deux reprises. Et oui, pendant la course sprint et pendant la course normale. Pour Brundle, Hamilton n'est pas exempt de tout reproche. En effet, l'ancien pilote de F1 remet en question la remarque de son compatriote britannique selon laquelle Alonso était dans son angle mort lorsqu'il a tourné. Étant donné que le pilote britannique s'était placé à côté d'Alonso et qu'il avait tout au plus une demi-voiture d'avance, à l'entrée des combes, Brundle a ajouté « Lewis a dit qu'il ne pouvait pas voir Fernando dans son angle mort, mais franchement, il devait être là quelque part, et l'Espagnol a fait de son mieux pour rester à l'intérieur et laisser de l'espace. » Lewis a vu les images et a immédiatement levé la main et a accepté correctement l'entièreté de l'accident. Sur le plan des stats, sur les 103 victoires d'Hamilton en F1, 42 d'entre elles ont été obtenues à partir de la pole position. Donc ça fait même pas 1 sur 2 les gars, quand même. Ça veut dire qu'il a 61 victoires qu'il a obtenues depuis la deuxième place ou pire. Bon alors certains vont dire oui mais le reste c'était deuxième ou troisième. Bah il faudrait regarder sur StatF1. Je sais pas si on peut trouver ça. Je crois pas qu'il y ait ce genre de stats, mais bon. Bon en tout cas voilà. Tout le monde s'accorde à dire que les propos ont été abusifs. Et je pense qu'Alonso il va être dans une sauce jusqu'à Zandvoort où la presse va encore lui remettre ça sur la table le jeudi lors des interviews et il va devoir encore s'expliquer. Ça va être rigolo, ils vont, à mon avis, ils vont convoquer les deux là. Ah là là, j'ai hâte de voir ça, tiens. Allez, ciao ciao. Alors, j'ai cru que c'était un fake parce qu'ils en parlaient sur Twitter, du coup je suis allé vérifier quand même. Et non, c'est pas un fake. Lewis a bien publié cette photo. Donc parmi d'autres photos, il a remercié ses fans et tout, du Grand Prix de Belgique d'être venu. Et à la fin, il a mis cette photo-là. Une casquette à l'effigie, signée à l'effigie d'un certain Fernando. On se demande bien qui ça peut être. Peut-être un fan, tout simplement, qui s'appelle Fernando. Mais la coïncidence est troublante, n'est-ce pas? Même si le week-end ne s'est pas passé comme nous le voulions, après une pause incroyable, c'était si bon de revenir au travail. J'aime mon travail, mon équipe, et j'ai adoré l'énergie à Spa. Merci à l'équipe pour tout le travail acharné, merci aux fans qui sont venus montrer leur amour. Je vous apprécie. Et oui, Fernando a montré son amour envers Lewis Hamilton. C'est ça qu'il faut comprendre, je pense. Donc il va lui offrir cette casquette signée de sa main. Je pense que Fernando sera calmé, ils vont être réconciliés suite à tout ça. Bien joué Lewis, c'était subtil et efficace, en tout cas, cette publication. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de Lewis Hamilton, le troll énorme? Ciao. Alors, grosse news aujourd'hui, Mick Schumacher va couper les points avec Ferrari. Mick Schumacher va mettre fin à ses liens avec Ferrari en fin de saison, en faisant de lui un pilote libre d'aller où il le souhaite, en vue de 2023. Oh oh, alors là, il a intérêt d'avoir une proposition solide de la part d'une écurie, parce que il va pas rester chez Haas, je pense, clairement. Ferrari qui pourrait mettre Giovinazzi et le retour de Giovinazzi à la place de Mick Schumacher. Oh là là, quelle idiotie, quelle idiotie. La piste AlphaTauri a semblé un temps possible, mais Colton Herta apparaît désormais en tête de liste si jamais Mbappé se libérait. Un scénario qui apparaît d'autant plus crédible qu'Alpine est intéressé par Pierre Gasly, dont Marco, conseiller Red Bull, expliquait que la firme ne le retiendrait pas au-delà de 2022. En cas d'offre raisonnable, Schumacher pourrait également être laissé sur la touche dans un marché des pilotes qui devrait, selon toute vraisemblance, encore bouger beaucoup dans les jours et semaines à venir. Alors, Mick Schumacher déjà viré de la F1 ? Putain, ça serait dur, je trouve, quand même. Ça, je pense qu'il arrêterait le sport auto et il s'en remettrait pas, honnêtement. Seulement 2 saisons et déjà viré, ça serait compliqué, donc espérons qu'il rebondisse chez Alpine ou chez Williams, éventuellement. Il ferait un meilleur boulot que Latifi, clairement. Donc, bon. Compliqué, là, pour Mick. Qu'est-ce que vous en pensez ? Va-t-il quitter la F1, vraiment ? Allez, ciao. Alors, après avoir réussi son Grand Prix... Alors, honnêtement, Grand Prix réussi, je suis pas sûr qu'on puisse dire ça non plus. Le spectacle était moyen. Après, c'est pas forcément à cause du circuit, mais bon. Pourtant, vu la grille de départ, on pouvait s'attendre à mieux.
Spa veut assurer son avenir à long terme. Donc on rappelle, ils ont prolongé d'1 an, parce que l'Afrique du Sud n'est pas prête. Donc c'est 1 an parce que bouge-trou, quoi, en gros. Pour mettre une course à la place de l'Afrique du Sud. Tout le monde était content, les spectateurs à la direction de la Formule 1 et toutes les parties prenantes. Nous avons reçu les félicitations de Dominicali, et même si je suis une personne plutôt réservée, je pense pouvoir dire que nous avons tenu un très bon Grand Prix. Oui, si tu veux. Selon certains, c'était un des meilleurs, sinon le meilleur depuis des années. Mais quoi? Mais pardon? Mais absolument pas, en fait. Alors peut-être qu'il parle pas du spectacle en piste, oui d'accord. Il parle des activités sur le circuit, en fait. Ouais, je n'y étais pas, donc je peux pas dire, mais ça avait l'air, ils ont l'air d'avoir fait des efforts, effectivement. Si vous avez été à Spa, dites-moi si c'était bien ou pas, d'ailleurs, dans les commentaires. Cependant, Spa n'a obtenu que son sursis que parce que les négociations de Dominicali pour une course en Afrique du Sud l'année prochaine ne sont pas encore terminées. Le circuit de Kélémine n'est pas en mesure de se mettre aux normes et d'améliorer sa capacité d'accueil en moins d'1 an. La question de l'avenir du Grand Prix de Belgique sera donc de retour sur la table dans quelques mois, en 2023. Nous procéderons étape par étape. Le contrat est confirmé pour 2023, mais nous regarderons aussi sur le long terme. Il a été très difficile d'obtenir ce contrat 2023, car les places sont chères. Mais parmi les courses qui sont en fin de contrat, nous sommes les premiers à re-signer. Oui, vous avez re-signé qu'un an. Hein, ça va pas non plus. C'est pas un contrat de 10 ans, hein, ou de 5. Donc voilà. C'est pas, je sais pas, ils sont un peu sur la sellette. Hein. Quoi qu'il arrive, l'année prochaine, ça sera peut-être le dernier Grand Prix de Belgique avant un moment. Bah, écoutez, ça serait dommage quand même de perdre ce circuit, car c'est un monument du sport auto et de la Formule 1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Y aurait-il de l'eau dans le gaz entre Porsche et Red Bull? Horner ne s'inquiète pas, les discussions continuent. Il y a quelques semaines, l'annonce de l'arrivée de Porsche semblait bien plus probable que celle d'Audi, surtout bien plus imminente. Mais alors que la firme Ozano s'est engagée officiellement pour 2026, c'est fait, l'alliance du constructeur de Stuttgart avec Red Bull serait finalement en doute. C'est Red Bull qui aurait mis des doutes au sujet de cet accord, bien que les statuts de la co-entreprise qui veulent former et du rachat de 50% des parts aient déjà été publiés. C'est précisément le rachat de la moitié de Red Bull qui inquiéterait dans le clan autrichien. Red Bull s'inquiéterait finalement d'une prise de position et de pouvoir trop pas importante de Porsche au sein de ces opérations, et les termes du contrat poseraient quelques difficultés pour valider l'arrivée du constructeur allemand à l'horizon 2026. Quelques jours après la publication des statuts, Marco avait révélé qu'il était encore trop tôt pour se réjouir de l'accord en question. Et la situation n'a pas l'air d'avoir changé un mois plus tard. Les motoristes souhaitant participer au championnat du monde de F1 en 2026 doivent révéler leur intention avant le 15 octobre. Donc il en reste un mois et demi en gros, et s'engager en payant des droits d'entrée avant cette date. Mais Horner, directeur de Red Bull, ne s'inquiète pas trop de cette limite. Il y a une date, mais ça n'empêchera pas qu'un accord soit conclu après le 15. Donc Red Bull Powertrain fournira 2 équipes en 2026. En effet, le département moteur qu'a conçu Red Bull sur son campus de Milton Keynes servira de base à Porsche si le constructeur arrive. Et le travail se poursuit donc. Évidemment, nous avançons avec Red Bull Powertrains. Ils ont mis en route le premier moteur avant la pause estivale. Nous avons beaucoup de temps. 2026 est encore loin. Et stratégiquement, nous devrons faire ce qui est bon pour l'équipe et pour l'entreprise. Et évidemment, c'est entre les actionnaires. Il y a des discussions constructives en cours avec Porsche. Et le but de tout ça, c'est d'avoir une solution intégrée avec le moteur et le châssis pour tout regrouper sous un même toit. Étant la seule équipe, autre que Ferrari, c'est donc le plan le plus clair. Le retour officiel de Honda en F1, qui fournira les moteurs à Red Bull jusqu'à fin 2025, n'est pas exclu non plus, quitte à ce que le constructeur japonais établisse une base à Milton Keynes. Je pense que pour 2026, rien n'est fixé. C'est génial qu'il y ait des constructeurs qui souhaitent venir ou rester en F1. Mais Red Bull Powertrains s'est engagé. Nous avons les installations, nous avons les bancs d'essai, nous avons les capacités, nous avons recruté certains des meilleurs talents de la F1, de chez Mercedes d'ailleurs, et nous pensons que nous sommes dans une position très saine pour l'avenir. Horner reste optimiste à l'idée que l'accord entre Porsche et Red Bull se fasse. Il y a encore beaucoup de détails à clarifier, Porsche est le bienvenu, mais l'affaire n'est pas si simple. J'espère que les négociations aboutiront sur une bonne issue. Ok, bon bah au pire, Porsche ils vont ailleurs, hein. C'est pas ce qui manque d'écurie là. Ils ont qu'à s'associer avec Williams par exemple. Jos Capito est un ancien du groupe Volkswagen. Williams Porsche, pourquoi pas. Alors évidemment, ce sera pas les performances de Red Bull, mais bon. Pire, ça serait mieux que rien. Donc, je sais pas, à voir. En tout cas, les fans de Red Bull étaient tout contents de l'arrivée de Porsche et ils voyaient l'écurie dominer des années grâce à ça. Bah, c'est pas fait, les gars. Vous agissez pas trop vite. Hein. Allez, je vous laisse commenter. Ciao. Et Red Bull pourrait céder Gasly pour 33 millions de dollars. Magnifique image. Regardez, Pierre Gasly en combi Alpine. Quel beau montage. Non, mais 33 millions. Non, mais attendez, Alpine, si c'est ça, ne faites pas, hein, vraiment. Ça devrait dire filer 33 millions de dollars au groupe Red Bull. Oh là là, juste pour Gasly, est-ce que ça vaut le coup? Je suis pas sûr quand même. Hein. Donc CRB, voilà, ça va prendre un peu de temps, tac. Si je comprends bien, donc, si Alpine est prête à payer une somme pour lui, ça va autoriser à les rejoindre. Donc Alpine va attendre de voir
Quel type de compensation en outre? S'ils gagnent cette affaire contractuelle, ils pourront peut-être l'obtenir de McLaren. Ce scénario particulier pourrait bien se dérouler pour toutes les parties concernées. AlphaTauri aura alors beaucoup de pilotes à choisir pour sa saison 2023. Gasly n'a pas fait de commentaire donc. Alors je sais pas d'où sort le chiffre de 33 millions de dollars, pour être honnête. Ça me paraît énorme quand même. On va mettre ça en tant que rumeur. Hein. Franchement, ça me paraît un peu abusé. Donc prenez pas ça au pied de la lettre non plus. 33 millions pour Pierre Gasly, il est bon, hein. Mais il vaut pas qu'on dépense 33 millions pour lui quand même, je pense. C'est pas Hamilton ou Verstappen non plus, les gars. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ciao. Hamilton et Alonso calment les tensions après leur altercation verbale. Alors, on peut pas te dire qu'il calme trop les tensions. Hein. Alors Hamilton, tout en reconnaissant sa responsabilité dans l'accident, avait ironisé pour sa part sur le commentaire salé du pilote. C'est agréable. Je sais ce qu'on peut ressentir dans le feu de l'action, mais c'est bien de savoir ce qu'il ressent envers moi. Donc je veux pas lui parler, je l'aurais fait avant qu'il dise ça. Quelques heures après la course, dimanche soir, Hamilton s'est excusé sur les réseaux sociaux. Premièrement, je veux m'excuser auprès de mes supporters et spécialement auprès de ceux venus à mon soutien. Après près de 30 ans comme pilote, le sentiment que laisse une erreur fait aussi mal que la première fois mon équipe travaille si dur, elle mérite mieux. Donc là, il a rien dit à propos d'Alonso. Alonso, qui en plus de son commentaire avait agité son doigt en direction de son rival après l'accident, a lui aussi cherché à calmer le jeu. J'étais en colère, a-t-il admis, tout en regrettant que les échanges radio avec son stand soient diffusés. Ah, bah non, c'est bien justement. Comme ça, on sait ce que tu penses. Sale hypocrite. C'est dommage parfois que tout soit diffusé, car si c'est diffusé, ce que vous dites dans l'instant devient comment vous vous comportez dans les médias. Bah ouais, désolé. En même temps, voilà, si t'as dit ça, c'est que tu le penses un minimum. T'aurais pas dit ça sinon. Il aurait juste dit « Ah, c'est une erreur bête, c'est chiant quand même. » Un pilote de son niveau devrait pas faire ce genre d'erreur. Ça, par exemple, voilà, ça serait mieux passé, par exemple. Mais là, ce qu'il a dit, franchement, désolé, c'est pas acceptable. Normalement, quand vous parlez à la radio, ce n'est que pour votre équipe. J'étais frustré à ce moment-là, c'est certain. Donc, ça calme rien le jeu. Hein. Clairement, j'imagine que on peut dire qu'Alonso, même, il en rajoute une couche, hein, indirectement. Il calme pas du tout le jeu. C'est pas une excuse d'être en colère, d'être dans le feu d'action, etc. Bon, bref, vous en pensez quoi, vous? Ciao. La F1 va tester le DRS dans le banking de Zandvoort en E1. Ah oui, carrément quoi, d'accord. La FIA va essayer de mettre toutes les chances de leur côté en effectuant un test grandeur nature lors des EL1, pendant le Grand Prix du Pays-Bas donc, que les EL1. Si le test est mauvais, bah ils arrêteront du coup, logique. Pour Viaplay, Tombazzi, directeur technique des monoplaces, a révélé que le DRS serait dans un premier temps activé avant le dernier virage et dans la sortie, avant une révélation de la situation après les EL1. La position actuelle et que nous allons avoir le DRS avant le dernier virage, donc plutôt pour améliorer un peu la course à Zandvoort. Mais nous restons ouverts à ce sujet, et nous allons demander leur avis aux équipes. Nous leur avons déjà demandé lors des simulations, mais nous les interrogerons également après les EL1. Si nous pensons qu'il y a un risque, même minime, pour la sécurité, alors nous devrons clairement prendre des mesures et changer les choses après les EL1. Mario et Zola attendent de voir exactement ce que l'activation précoce du DRS pourrait produire sur les pneus. Habituellement, lorsqu'on ouvre le DRS, on transfère la charge sur l'avant de la voiture. Donc on charge beaucoup plus les pneus avant par rapport aux pneus arrière. Nous devrons donc vérifier les données après ce test pour comprendre si dans ces conditions, les pneus arrière glissent par exemple, et si nous pourrons avoir une surchauffe en surface ou par exemple le niveau de la charge sur l'avant. Mais c'est un peu difficile pour l'instant de faire une prédiction correcte. Eh ben, à voir. Ce qui ressortira, ça se trouve, ça va provoquer d'énormes crash aux EL1. Bon, on n'espère pas évidemment. Peut-être que ça réussira, peut-être que ça foirera. Je vous laisse commenter, qu'est-ce que vous en pensez? Ciao. Hamilton va peut-être changer de moteur pour Zandvoort, terrible. Ça tombe vraiment mal, c'est un moteur neuf en plus. Putain. L'unité de puissance a été renvoyée à l'usine Mercedes de Brixworth pour être inspectée après l'accrochage survenu avec Alonso. Si le bloc est trop endommagé, Hamilton devra se prendre une pénalité. Des Zandvoort en plus. Ça serait dur, hein, parce que Zandvoort c'est dur de dépasser. Hein. Ça serait une course de merde encore pour lui. Donc ils lui ont dit, en analysant la télémétrie, ralenti ne va pas à fond, accélération partielle. Donc c'est pour ça qu'il faisait la safety car, Lewis, qui ralentissait tout le monde. Perte de pression d'eau. Apparemment, c'est ça le liquide qu'on a vu s'éjecter sur différents casques là, juste après le saut. L'Anglais s'est immobilisé dans une zone de dégagement, précisément 90 secondes après l'accrochage, puis a coupé son moteur. Une fumée blanche a commencé à se dégager, et l'unité de puissance pourrait avoir souffert d'avoir tourné sans la quantité suffisante de liquide de refroidissement, même sur une durée aussi courte. Donc un examen minutieux du moteur sera fait effectivement à l'usine, et on verra donc si il se prend une pénalité ou pas du coup.
Hamilton disposait à Spa d'un V6-9, son troisième de la saison, destiné à boucler un cycle de 7 Grands Prix. Il aurait pu ainsi lui permettre éventuellement de boucler la saison sans écoper de pénalité. Des éléments des deux précédentes unités de puissance sont encore décrits comme utilisables par Mercedes, mais ne pourraient certainement suffire si les pièces du Grand Prix de Belgique disparaissent de stock de pièces. En cas de changement de pièces à effectuer, le Grand Prix d'Italie à Monza pourrait alors constituer la meilleure opportunité possible pour écoper une pénalité, tout en limitant les conséquences néfastes. Oui, il vaudrait mieux qu'ils se prennent une pénale à Monza qu'à Zandvoort, pour le coup, c'est vrai. Mais est-ce qu'ils y arriveront? Écoutez, à voir, on va surveiller ça évidemment. Oh là là, cet angle quand même, incroyable. Limite, il aurait pu se retourner, presque. Bon, eh ben écoutez, affaire à suivre, je vous tiendrai au courant s'il y a une pénale pour Lewis. Ciao. Ricciardo ne prendra aucune décision pour son avenir avant Monza. Bon, de toute façon, il faut déjà que le CRB rende son verdict. Là, bon, ce sera avant Monza, ce sera même avant Zandvoort, évidemment. Mais tout va se déclencher à partir de là, je pense. De toute façon, il n'y aura rien avant. Ce sera la F1 avant tout, confirmé Ricciardo. C'est le seul endroit où je me vois courir dans un futur proche. C'est quelque chose dont je suis absolument certain. Mais je verrai, le week-end a été chargé, nous sommes en plein milieu d'un triplé de course. Les prochaines semaines vont donc être très intenses. Pas nécessairement sur ce sujet, mais en termes de calendrier. Je veux donc disputer ces 3 courses et voir comment je me sens. Je ne souhaite pas me précipiter et faire quoi que ce soit sous le coup de l'émotion. On verra, mais il est certain que l'objectif est de trouver un backer en F1. L'annonce de son départ étant désormais officielle, Ricciardo entend profiter au maximum de ses dernières courses chez McLaren. J'ai la sensation qu'une fois que vous enfilez votre casque ou que vous pilotez à 300 km/h, c'est difficile de penser à autre chose. Je suis tombé amoureux de cette liberté. Vous vous sentez intouchable lorsque vous pilotez une voiture de telle vitesse. Je savais qu'il y avait beaucoup de discussions au moment d'aborder le week-end de Spa. C'était donc pas idéal pour me préparer. Mais une fois dans la voiture, cette sensation de liberté et le sourire reviennent. Même si je n'ai pas pris un bon départ et que je n'ai pas marqué de points, j'avais le sourire du début à la fin de cette course. Grâce à cette sensation, c'est ce que je veux faire. Eh ben, on verra si les autres écuries te veulent, surtout. Donc, voilà. Et oui, il réfléchit à son avenir en écoutant sa musique, Daniel. Allez, je vous laisse commenter, ciao. Un châssis plus léger, Red Bull répond à la rumeur. C'est Horner qui répond, du coup. Donc, 5 kilos de moins. La question est de savoir si cette coque sera utilisée cette année. On parle d'une introduction à Singapour en 2023, puisque les fins d'année prochaine seront des évolutions de celle-ci. Horner, directeur de Red Bull, n'a pas formellement démenti l'existence de ce projet, mais n'en dit pas plus. Sur un éventuel timing, sa langue a même fourché. Nous ne l'avions pas à Spa. Nous n'en avons pas un, plus léger. Ce n'était donc pas un facteur de la performance de ce week-end. Horner en sueur. Lorsqu'on lui demande si un tel châssis plus léger va arriver, Horner fait cette fois attention à ses paroles. Il n'y a pas de 3 petits points. Ces châssis vont continuer à courir pour les prochaines courses, voilà ce que je peux dire. Oh le mec. Tellement en PLS là, devant les questions. Quant à la nouvelle technique d'assemblage du carbone, Horner botte en touche, c'est une question de technique qui va au-delà de mes connaissances. Donc voilà, Red Bull qui va sûrement ramener un châssis plus léger dans quelques courses pour détruire la concurrence un peu plus. On a hâte, évidemment. Allez, ciao. Et Russell est surpris de finir si proche de Sainz, mais si loin de Red Bull. Du coup, je pense pas qu'on s'attendait à finir à 2 secondes de Sainz. Nous pensions que nous serions capables de battre Leclerc. Nous ne pensions pas que nous aurions été capables de battre Verstappen. Max a terminé plus loin devant nous que nous le pensions. On est probablement plus proche de Ferrari qu'on ne pensait. C'est positif à certains égards, négatif à d'autres. Alors, faut aussi dire que Verstappen a été indirectement avantagé par le safety car qui a resserré tous les écarts, bon, même s'ils n'étaient pas énormes au début de course. Mais quand même, ça a joué un peu. Il aurait peut-être pas fini si loin devant s'il n'y avait pas eu de safety car. Et si Hamilton n'avait pas abandonné. Bon, après, avec des si, encore une fois. Pour autant, comment expliquer que George Russell ait signé la pole à Budapest avant de finir à 2 secondes de Verstappen en qualif à Spa? Mercedes ne s'était pas planté totalement dans les réglages. Ou tout simplement, W13 n'a-t-elle pas vu ses nombreux défauts exacerbés à Spa? Cette hypothèse est probablement juste. En qualif, nous avons probablement perdu 1 seconde à cause des pneus. La course était certainement beaucoup plus forte, mais je crois que ce circuit expose certaines faiblesses. Russell pointe du doigt un autre facteur, le resurfaçage partiel de Spa, virage 8 et 9, qui a amplifié les différences de comportement de la Mercedes de virage en virage. C'est un circuit très délicat, et le tarmac est très disparate. Le niveau d'adhérence dans les virages 8 et 9, où le revêtement a été refait, est nettement supérieur à celui du reste du circuit. Pour être honnête, la voiture s'est toujours sentie très bien dans ces 2 virages, et elle se sentait mal partout ailleurs. Je suis surpris que tout le circuit n'ait pas été refait, mais je suppose que ça rend le tout vraiment unique. Du point de vue d'expérience de pilotage pure, c'était pas le plus agréable, quand on compare d'autres circuits, surtout que Budapest a été récemment refait. À l'image de Verstappen, Russell voit heureusement Mercedes revenir un peu dans le coup à Zandvoort. Nous avons appris des choses intéressantes pour comprendre pourquoi nous ne sommes probablement pas aussi compétitifs ici que nous le pensions.
J'ai pas encore regardé très en détail, mais j'aime à penser que c'est probablement notre pire course. J'espère que les choses s'amélioreront à partir du week-end prochain. Mais pour être honnête, tout est un peu confus en ce moment. Il n'y a aucune garantie dans un sens ou dans l'autre. Ouais, en gros, ils sont sûrs de rien, quoi. Super. Bon bah voilà, livré avec le numéro, là, portez à la poisse encore, hein. Décidément. Faut arrêter avec les livrets personnalisés, hein, chez Mercedes. Hein. C'est pas une réussite, hein. Je vous laisse commenter, ciao. Et Marco qui se moque de Wolf après Spa, merci pour la nouvelle règle Toto. Peut-être que nous devrons encore modifier le châssis pour suivre les nouvelles directives de Toto. Elles ont très bien fonctionné ce week-end, nous le remercions. On dirait que Mercedes a encore plus reculé. Quel énorme troll celui-là aussi. Red Bull et Verstappen semblent plus que jamais amenés à décrocher les 2 titres mondiaux en fin de saison. De là déjà se concentrer presque exclusivement sur 2023. Marco affirme en tout cas qu'il ne devrait rien avoir de révolutionnaire sur la monoplace l'année prochaine. C'est dans notre philosophie de continuer de nous développer, le châssis sera certainement très similaire l'année prochaine. Quant au doublé de son équipe en Belgique, Marco estime que tout était parfait, la voiture, les pneus c'était facile. Nous sommes également satisfaits de la performance de Pérez. Si vous êtes à plus d'une seconde de la référence lors des premiers essais, alors finir le week-end ainsi est un très bon résultat. Oui, bah Pérez il a fait le boulot, hein. Deuxième derrière Verstappen, c'est ce qu'on lui demande. Donc effectivement, félicitations de l'équipe Red Bull envers Pérez. Que pensez-vous de cette nouvelle provocation du clan Red Bull? Je vous laisse commenter. Ciao ciao. Ah bah mince, moi qui croyais qu'on aurait le résultat aujourd'hui. En fait non, on va peut-être pas l'avoir aujourd'hui. Alpine attend, McLaren a plusieurs plans selon le résultat, une décision d'ici quelques jours. À qui le CRB donnera-t-il raison? La situation semble complexe car les 2 contrats seraient valides. Il y a peu de communiqué de la part de McLaren ou d'Alpine hier soir, c'est a priori normal selon Safnauer. Je pense que le CRB prendra un certain temps pour délibérer, pas beaucoup mais quelques jours. Probablement d'ici la fin de semaine, quand on arrivera à Zandvoort, on saura. Nous n'avons pas commencé les pourparlers ce week-end. Mais nous avons une liste au cas où, bien sûr, après avoir obtenu le verdict, nous entamons sérieusement la discussion. Même si l'avis du CRB est favorable à l'une ou l'autre équipe, il pourrait y avoir un arrangement financier à mettre en place avant de faire une annonce. Si Alpine Pierre Piastri, elle veut être compensée pour sa formation. 5 à 10 millions d'euros. Et même si l'équipe française remporte la bataille, il est probable que les tensions nées de cette affaire feront que l'Australien sera libéré. Là encore, contre une grosse somme d'argent. De quoi faire payer un dédié à Red Bull pour libérer Gasly, qui serait devenu l'option numéro 1 de l'écurie française. Ils ont déjà assez de pognon comme ça, Red Bull, là, leur donnez pas d'autres pognon. Oh là là, terrible. Ils vont aller les engraisser juste pour avoir Gasly. Bon, après, ça libérerait Gasly du giron Red Bull, ça serait pas idiot, mais bon. Du côté de McLaren, qui refuse encore de prononcer le nom de l'Australien, on affirme avoir plusieurs plans, au cas où. On a plusieurs plans, il y a une réunion du CRB, je pense que nous serons mieux placés pour le commenter après les résultats. On a une variété d'options, et bien sûr, le pilote en question est clairement l'une d'entre elles. Sinon, nous ne serions pas à cette réunion. Ça paraît évident, oui. Voyons juste comment ça se passe, et ensuite, on avancera à partir de là. Alors qu'une décision du CRB pourrait prendre un certain nombre de jours, Braun dit qu'il ne manque pas de candidats en tête, à commencer par les pilotes d'IndyCar, qui ont déjà testé les voitures. J'ai essayé de me mettre dans le baquet, mais Andreas m'a refusé comme pilote. Je suis donc le seul pilote que nous avons exclu jusqu'à présent. Et oui, Isaac Braun, trop gros, ce pilote. Il rentre pas dans la voiture. Nous avons donc notre programme d'essai. Colton Herta a fait un excellent travail. Pato Howard était dans la voiture à la fin de l'année dernière. Il a fait un excellent travail aussi. Bien sûr, nous avons notre situation avec Alex Palou qui se passe aux États-Unis. Nous verrons comment ça se passe, mais nous avons certainement l'intention de le mettre dans notre F1. Donc tous ces pilotes qui ont remporté beaucoup de courses dans un championnat très compétitif sont une option. Je soutiens qu'IndyCar est au plus haut niveau du sport auto, donc je pense que nous avons une poignée d'options de ce côté. Bon bah quoi qu'il arrive, vous l'aurez compris, ça sert pas à Ricciardo, même s'ils n'arrivent pas à obtenir Piastri, ce qui paraît peu probable quand même. Je vois mal Piastri rouler de force chez Alpine, ça serait abusé. Imaginez l'ambiance dans l'équipe. Bah ça sera sûrement un pilote d'IndyCar en fait. Donc à voir, on sera fixé dans quelques jours. Peut-être dès demain ou mercredi. Allez, ciao.